Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive pour un nouveau Fridays super intéressant. C'est une histoire qui a été énormément médiatisée. Vous avez été plusieurs à me demander d'en parler et j'hésitais vraiment parce que il y a un documentaire sur Netflix qui est excellent sur le sujet. Fait que je me suis dit, tu sais, moi, qu'est-ce que je vais rajouter de plus à ça? Si tu as déjà vu le documentaire, je risque de rien t'apprendre de nouveau parce que, honnêtement, tout est dit dans le documentaire, là, sinon plus. Mais ceux qui connaissent pas l'histoire, vous allez l'entendre de ma bouche. Puis j'espère vous donner le goût d'aller voir le documentaire par après. Parce que c'est vraiment une histoire folle qui te laisse perplexe. À la fin, là, tu sauras pas vraiment c'est quoi ton opinion, tu sauras pas quoi penser. Et c'est ce qu'on aime dans les Fridays. Donc, allez vous chercher un petit snack et restez là. L'histoire se passe en 2007 dans la ville de Pérouse, en Italie. C'est une ville étudiante, universitaire, parce que à Pérouse, il y a la plus vieille ou l'une des plus vieilles universités au monde qui s'appelle Per Stranieri di Perugia. Non, je sais pas comment prononcer, mais bon. Donc la ville accueille plusieurs étudiants étrangers à chaque année. Il y a une jeune Anglaise de 22 ans qui étudiait à cette université en question. Elle s'appelait Meredith Kercher. Elle venait de l'Angleterre et elle avait fait un échange pour étudier la politique et l'italien. C'était une fille super populaire, intelligente, une belle fille, elle était super allumée. Meredith habitait dans un logement de 4 chambres avec 2 Italiennes et une autre Américaine du nom de Amanda Knox qui avait 20 ans. Amanda, elle venait de l'université de Washington et elle avait déjà visité l'Italie quand elle avait 15 ans et ça l'avait vraiment fascinée. Elle a eu une passion pour l'Italie. Donc, c'est pourquoi elle a décidé de faire un échange. Amanda Knox, c'était une des étudiantes les plus intelligentes de sa génération. Elle avait fait de Dean's List. Dans le fond, ça, c'est dans les meilleurs étudiants de l'université. Elle était super intelligente, mais elle était un peu naïve, un peu immature encore. Elle avait juste 20 ans, ce qui est normal. Mais comparé à Meredith, je pense qu'elle était un petit peu plus enfantine, si on veut. C'est exactement le 20 septembre 2007 que Amanda et Meredith se sont rencontrées pour la première fois. Les filles se sont super bien entendues. Mais aussi, tu sais, quand tu es dans un pays étranger, tu vas te réunir avec des gens qui parlent la même langue que toi. Donc, elles s'entendaient bien, elles sortaient ensemble quelques fois. Mais Meredith avait aussi son groupe d'amis, des Anglaises également de l'Angleterre. Donc, elle se tenait plus avec eux. Et Amanda, elle préférait se tenir avec des Italiens. Elle parlait un petit peu italien, mais pas parfaitement. Là. Mais elle était capable de se débrouiller et avoir des amis en italien. Donc, les 4 filles, les 2 Italiennes, Amanda et Meredith, habitaient dans un logement au 2e étage. Et au 1er étage, il y avait un autre logement qui tout était loué, là, c'était 2 Italiens qui habitaient. Donc les filles connaissaient bien les Italiens, des fois ils passaient des soirées ensemble. Il y avait un des 2 Italiens en bas qui s'entendait particulièrement bien avec les filles. Ils allaient souvent dans leur appartement pour écouter de la musique, regarder des films. Ils s'entendaient super bien, il y avait les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts, les mêmes intérêts. Il s'appelait Giacomo. Et le 20 octobre 2007, Meredith et Giacomo ont commencé à sortir ensemble officiellement. Fait que c'est à peu près un mois après l'arrivée de Meredith. Donc s'ils ont commencé à sortir ensemble un mois après, j'imagine qu'ils ont passé énormément de temps ensemble en juste un mois, donc ils se connaissaient assez bien. Le 25 octobre, c'est au tour d'Amanda Knox de connaître un homme qui s'appelait Raffaele Solecito. Il avait 23 ans et il habitait à genre 5 minutes de la maison des filles. Ils se sont tout de suite super bien entendus, puis c'était comme le coup de foudre, là, si on veut. Le 1er novembre, c'était le jour des morts en Italie. Je sais qu'au Mexique, c'est férié. Donc, en Italie aussi, c'était congé pour tout le monde. Donc, les 2 Italiennes, ils ont profité de ce long week-end pour retourner dans leur famille. Plusieurs étudiants étrangers retournaient dans leur famille parce qu'il y avait justement 3 jours de fin de semaine. Les 2 hommes italiens du rez-de-chaussée étaient également partis dans leur famille. Donc, la ville était un petit peu plus tranquille, si on veut. Pour l'occasion, Meredith a fait un souper avec ses 3 amies anglaises. Sont allés chez l'une des amies, ont préparé à manger. Ils sont allés chez l'une des filles qui habitait à 500 mètres de l'appartement de Meredith, donc c'était vraiment pas loin. Et Meredith et une de ses amies ont quitté le souper vers 20h45, donc ils sont partis ensemble et se sont séparés en cours de route.
Cette soirée-là, Amanda, elle a passé toute la soirée chez son petit ami Raffaele. Le lendemain, le 2 novembre, au matin, Amanda retourne chez elle et étrangement, la porte principale était déjà ouverte. Elle va à la salle de bain et dans la salle de bain qu'elle partageait avec Meredith, elle a remarqué qu'il y avait des gouttes de sang sur le sol. Puis il y avait même une trace de pied, de chaussure avec du sang. Amanda, elle a vu ça, elle a comme cogné à la porte de Meredith, elle a essayé d'ouvrir, la porte était barrée. Fait qu'elle a dit « Ah, elle doit dormir encore, elle va m'expliquer plus tard, pas de problème. » Elle s'est pas plus posé de questions que ça, elle a pris sa douche, puis après elle avait affaire dans la toilette des deux Italiennes. Elle est entrée dans la salle de bain, puis elle a remarqué que la chasse d'eau n'était pas tirée. C'est un petit détail quand même important, vous allez voir, puis il y avait du caca là, dans la toilette. Elle a genre fait, bon, c'est bizarre, elle a tiré la chasse et c'est tout. Elle n'a pas vraiment fait plus attention que ça et elle est retournée chez son petit ami. Donc j'imagine elle a passé la nuit là, elle retourne chez elle, elle prend des nouveaux vêtements et retourne chez son petit ami. Un peu plus tard, Amanda appelle Meredith et il n'y avait pas de réponse. Et Meredith, elle avait son téléphone anglais et un téléphone de l'Italie. Ça aussi, les étrangers font toujours ça. Ils ont leur numéro italien pour leurs amis italiens et leur numéro anglais, que sûrement que le Wi-Fi dessus, là, toujours. En tout cas, bref, Meredith avait toujours deux téléphones sur elle et là, elle répondait pas. Amanda s'est quand même inquiétée, donc elle a appelé l'une des deux Italiennes nommée Romanelli pour lui dire qu'elle s'inquiétait de Meredith. Elle s'inquiétait parce que, elle répondait pas au téléphone et sa porte était fermée à clé, ce qui était très inhabituel chez elle. En rentrant chez elle un peu plus tard, Amanda va cogner encore, elle essaie d'ouvrir la porte, ça répond pas. Et là, elle s'aperçoit que dans la chambre de l'une des deux Italiennes, la fenêtre avait été cassée. Donc là, elle a vraiment commencé à s'inquiéter. Amanda et Raffaele ont décidé d'essayer d'ouvrir la porte de Meredith, de la forcer. Ils n'ont pas été capables. À 12h47, Amanda appelle sa mère pour lui demander des conseils. Elle lui a expliqué la situation. Elle dit « Je m'inquiète, qu'est-ce que je fais? » Sa mère, elle lui a conseillé d'appeler tout de suite la police. Raffaele, lui, a appelé sa sœur qui est dans la gendarmerie. C'est comme un lieutenant, sa sœur. Et il a expliqué la situation. Sa sœur a dit aussi « Appelle la police tout de suite. » Un peu plus tard, Romanelli, l'Italienne, est arrivée à la maison parce qu'elle aussi était super inquiète. Elle a commencé à fouiller un peu partout dans l'appartement pour voir si rien n'avait été volé. Il n'y avait rien de volé. Et dans le jardin, on a remarqué que les deux téléphones de Meredith étaient, c'est ça, dans le gazon. Là. Ils n'étaient pas sur elle. Un peu plus tard, la police est arrivée sur les lieux. Romanelli, elle a dit « Essayez d'ouvrir la porte de Meredith, forcez-la ». Les policiers ont refusé. C'est donc un ami de Romanelli qui a pris la décision de défoncer la porte de Meredith. Il était 13h15 quand ils ont découvert le corps de Meredith en dessous d'une couverture. Elle avait reçu 7 coups de couteau. Elle avait environ 18 bleus un peu partout sur son corps, dont sa bouche et son nez. On présume que la personne qui l'aurait attaquée aurait mis sa main comme ça pour l'empêcher de crier. Il l'aurait tellement fait violemment que ça lui aurait créé des bleus. Là. Elle avait été violée et sa gorge a été tranchée.
L'enquête n'a pas été longue à être entamée. Les inspecteurs Monica Napoleoni et Marco Ciacchiera ont beaucoup interrogé Amanda, qui était vraiment hostile envers elle. Il trouvait qu'elle n'avait pas réagi assez rapidement face à la situation, que Meredith ne répondait pas et tout. Encore, je vous rappelle que c'est une jeune fille de 20 ans, un peu insouciante, une américaine qui n'a jamais vraiment connu la misère ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est normal. On a vite découvert que le cambriolage avait été stagé, donc falsifié. On sait que Meredith n'a pas été tuée à cause d'un vol. On a tout de suite cru que le meurtrier connaissait bien Meredith et c'est pourquoi on s'est acharné sur Amanda. On pensait que peut-être qu'elle aurait soit tué Meredith ou elle aurait laissé le meurtrier entrer dans sa maison. Ça a été assez difficile parce qu'Amanda s'est fait interviewer à plusieurs reprises, à répétition, là, pendant très longtemps, dans une langue qu'elle ne connaissait pas beaucoup, parce que c'est difficile de se défendre dans une langue étrangère. Même moi qui parle très très bien espagnol, je sais pas si j'aurais de la difficulté, mais c'était pas dans ta langue maternelle, c'est différent. Fait qu'imagine, elle baragouinait l'italien, là. Elle pouvait pas se défendre face à des enquêteurs, c'est sûr que non. Elle a même pas eu le droit à un avocat durant les entrevues et il y a aucune des entrevues qui a été enregistrée. Je pense que c'est contre la loi, peut-être pas en Italie, mais en Amérique, ce l'est certainement. Pendant les entrevues, Amanda n'a pas eu le droit de boire de l'eau, de manger, d'aller aux toilettes. Et il paraît que Monica, la policière, l'aurait giflée à plusieurs reprises pour la pousser à avouer son crime. Et là, Amanda était fatiguée, elle avait pas mangé, elle avait pas bu, elle était plus capable. Puis elle a dit, le seul moyen que je puisse me sortir d'ici, c'est de avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Finalement, Amanda a dit, oui, j'étais là quand Meredith a été tuée. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Lumumba. Lumumba, c'était un homme du Congo qui avait un bar où Amanda travaillait comme serveuse. Tout de suite après cette révélation-là, Lumumba, Raffaele et Amanda ont été arrêtés pour meurtre. Très rapidement, on a su que Lumumba avait rien à voir avec le meurtre parce qu'il avait travaillé toute la soirée à son bar, même qu'il y a plusieurs clients qui ont été servis par lui. Fait qu'il avait un alibi très solide, donc on l'a tout de suite mis en liberté. Et je demandais à un policier, ah ouais, c'est Amanda qui a tué sa camarade. Le policier m'a dit, non, elle dit c'est toi. Après avoir inspecté la scène de crime, on a remarqué qu'il y avait des traces de sang dans le lit de Meredith, des empreintes digitales. Et quand on a analysé les empreintes, on a trouvé qu'il appartenait à un homme du nom de Rudy Guede. Je sais pas si encore là je le prononce bien. Rudy, c'est un homme de 20 ans qui venait de la Côte d'Ivoire, mais qui avait été adopté par des Italiens. C'était un ami des deux garçons, des deux Italiens du premier étage, en fait. Donc, il était déjà entré chez les filles en haut. On sait que Rudy avait déjà entré chez des gens par infraction. Et quand il entrait chez les gens pour commettre des crimes, il se servait d'un couteau de cuisine comme pour se défendre. Il s'en est jamais servi, mais il l'avait toujours sur lui. L'alibi de Rudy dit que le soir du meurtre, il est allé chez un ami jusqu'à 23h30 et ensuite il est allé dans un bar jusqu'à 4h30. Il est rentré chez lui dormir et le lendemain, il est parti en Allemagne. Quand on a trouvé ces fameuses empreintes digitales, on a obligé Rudy à retourner en Italie et là, Rudy, Amanda et Raffaele ont été arrêtés pour meurtre. Rudy a demandé d'avoir un procès rapide, sans journaliste, comme il dit. Je vais tout vous dire, là, je veux un procès tout de suite. Et c'est là qu'il a raconté toute son histoire. Il dit que le 1er novembre, il est bel et bien allé chez Meredith parce qu'il avait une date, un rendez-vous galant avec elle. Mais Meredith, elle sortait déjà avec Giacomo, qui est l'ami de Rudy. Donc c'est assez bizarre ça. Il est arrivé chez Meredith à 21h. Il dit qu'ils se sont embrassés, qu'ils se sont un peu comme touchés, mais qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle complète parce qu'il n'y avait pas de capote. Et là, il dit qu'il a eu envie d'aller aux toilettes. Donc il est allé aux toilettes dans la toilette de Romanelli. Et que pendant qu'il était aux toilettes, il a entendu un bruit. Et ensuite, il a entendu Meredith crier au meurtre. Il a vu une sorte d'ombre qui tenait un couteau au-dessus de Meredith et là il a vu Meredith en sang sur le sol.
e sono uscito velocemente dal bagno senza neanche mettermi i calzoni. Io quando sono uscito, perché noi eravamo in semibuio, sono uscito, ho visto questo qua. Rudy a dit qu'il a entendu l'ombre noire, le meurtrier dire « J'ai trouvé l'homme noir, j'ai trouvé le coupable, on part ». Il aurait dit ça en italien parfait. La cour a dit que son témoignage n'avait pas vraiment de sens parce que c'est vrai, pourquoi il y aurait des empreintes digitales de Rudy dans le lit de Meredith? Et si Meredith se serait fait tuer pendant que Rudy était aux toilettes, mais le tueur n'aurait pas eu le temps de la violer. Et Meredith a été violée. Donc, ça marche pas, là. Rudy dit qu'il l'a vu se faire tuer, mais il n'a pas vu une scène de viol, alors que Meredith a été violée. Donc, c'est vraiment... ça n'a pas vraiment de sens. En plus, pourquoi il n'aurait pas appelé la police sur le moment s'il était coupable de rien? Donc, c'est quoi? Il aurait déplacé le corps de Meredith dans sa chambre, il aurait mis une couverture par-dessus, il aurait fermé à clé. Ça n'a pas de sens. En octobre 2008, donc exactement un an après, il a été reconnu coupable pour meurtre et agression sexuelle et il a été mis en prison pendant 30 ans. Et on a été capable de le mettre en prison parce qu'on a retrouvé des traces, comme je sais pas comment dire ça, mais de Rudy dans le vagin de Meredith. Donc, on sait qu'il y a eu de pénétration. Là, Rudy s'est fait mettre en prison. Là, il est allé en appel. Et pendant qu'il était en procès, Rudy a dit qu'il avait menti et qu'en réalité, Amanda était dans l'appartement au moment des meurtres. Rudy dit qu'il a entendu Meredith et Amanda se disputer et qu'il aurait vu la silhouette de Amanda à l'extérieur de la maison. La sentence de Rudy a été réduite de 30 ans à 16 ans avec ce témoignage. Mais bon, donc ça, c'est la version de Rudy qu'on a comme acceptée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'Amanda est réellement coupable? Parce que je t'avouerais qu'au moment où on a découvert le corps de Meredith, Amanda n'agissait pas du tout comme une fille en deuil qui vient de découvrir le corps d'une de ses amies. Regardez ça. Et pendant ce temps-là, que Amanda soit coupable ou non, est en prison, là, c'est quand même intense pour une jeune fille de 22 ans si elle est innocente. Donc en janvier 2009, sont passés en cour Raffaele et Amanda et ils ont plaidé non coupable pour meurtre. La version officielle, on a accusé Amanda d'avoir frappé la tête de Meredith contre le mur et Raffaele et elle l'auraient comme soutenue pendant que Rudy la violait. Ça, c'est la version officielle des faits. Finalement, on l'aurait tué et on aurait falsifié la scène de crime pour que ça ressemble à un cambriolage. Donc, Raffaele et Amanda ont été déclarés coupables et ont été mis en prison pour 26 ans. En 2010, je sais qu'il y a beaucoup de back and forth, là, mais en 2010, ça fait 3 ans qu'Amanda est en prison. C'est quand même fou. Ils sont retournés en appel à la cour comme supérieure et ils ont été acquittés parce qu'il n'y avait pas assez de preuves contre eux. Pas du tout, même il n'y avait comme presque aucune preuve. Donc, c'est pourquoi ils ont été déclarés non coupables. Amanda Knox est enfin rentrée à la maison. Mais là, en 2013, il y a eu un autre procès. Là, c'était vraiment... c'est comme la cour la plus importante en Italie. Amanda pouvait pas s'y rendre, donc elle a été représentée. Puis là, Amanda et Raffaele ont été reconnus coupables encore quand on les avait déjà quittés, quand Amanda était retournée aux États-Unis. Finalement, en 2015, il y a 3 ans, il y a eu encore une demande d'appel. Et là, finalement... Amanda a été reconnue non coupable. Quand je lisais ça, je disais, ok, ça n'a pas de sens. Et la culture italienne, c'est une culture latino. Je pense que si j'avais été dans cette situation-là au Mexique, ça aurait été la même affaire. Mais semble, en tout cas, je sais pas. Si c'était une enquête américaine, il n'y aurait pas eu de coupable, non coupable, coupable, non coupable. C'est coupable ou non coupable. Et si tu déclares quelqu'un comme étant coupable, ça te prend les preuves du tonnerre. Et dans le cas d'Amanda Knox, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, je me suis dit, pourquoi on l'aurait accusé d'avoir tué Meredith dès le début? Donc, je vais vous dire un peu les preuves pourquoi elle serait coupable. Premièrement, à cause de sa première confession, quand ça faisait plusieurs heures qu'elle se faisait interroger, elle était fatiguée, à bout de nerfs, donc elle a accusé Lumumba d'avoir fait ça. Elle dit qu'elle n'est pas totalement sûre de ce qu'elle a raconté.
Elle a bien passé la nuit chez Raffaele. Ses souvenirs sont flous parce qu'elle avait fumé de la marijuana. Dans ma tête, j'ai vu Patrick dans des flashs. Je me suis vu accroupi dans la cuisine avec les mains sur mes oreilles, car dans ma tête, je pouvais entendre Meredith crier. Ces choses-là me paraissent irréelles. La vérité, c'est que je ne suis pas sûr de la vérité. L'argument, c'est que quelqu'un d'innocent irait pas accuser une autre personne d'un meurtre. Mais bon, moi, je me dis, c'est à cause qu'elle était tellement fatiguée qu'elle a dit « Ah, je vais juste le blâmer sur quelqu'un que je sais qu'il l'a pas fait. » Puis il n'y aura pas de problème. Ensuite, pourquoi on pense qu'elle serait peut-être coupable, c'est que la soirée du meurtre, Amanda a passé la soirée avec Raffaele. Mais ils n'ont aucun alibi. Enfin, ils ont passé la soirée ensemble, mais il n'y a personne d'autre qui les a vus. Selon les faits, il aurait fumé du pot, il aurait bu toute la soirée. Mais quand Raffaele a été interrogé s'il avait passé la soirée avec Amanda, la soirée des meurtres, il dit « Ah, je m'en rappelle pas. » Genre, comment tu te rappelles pas de ça, avec qui tu as passé la soirée? Surtout avec ta nouvelle petite amie, tu dois te rappeler de tes rendez-vous, là. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais en même temps, bon, s'ils ont pris de la drogue, s'ils étaient en état d'ébriété, ça se peut qu'il ait perdu la carte. Mais bon. Un autre truc étrange, c'est que le soir des meurtres, Raffaele et Amanda ont éteint leur téléphone cellulaire à 20h40 et l'ont réouvert à 6h du matin, les deux. En plus, Raffaele dit qu'il s'était servi de son ordinateur pour télécharger des cartoons et le film Amélie Poulain. Et on a vu après qu'entre 21h et 5h30 du matin, il n'y a eu aucune activité sur l'ordinateur portable de Raffaele. Donc il dit, j'ai téléchargé des films, mais il n'y a aucune activité. Là, on voit pas qu'il s'est servi de son ordinateur entre ces heures-là. C'est vrai que c'est assez bizarre. Fait qu'ils n'ont aucun alibi. Ils ont éteint leur téléphone et on voit qu'ils n'ont pas utilisé l'ordinateur exactement dans les heures du meurtre. Donc, supposons que Meredith a été tuée par Amanda. Quel serait le motif? T'sais, pourquoi Amanda tuerait une de ses amies? Il n'y a aucune raison, à moins qu'il y ait une chicane entre les deux qu'on sache pas, mais on l'aurait déjà su. Fait qu'il n'y a vraiment aucun motif pour qu'elle tue son amie. Fait que moi, je pense vraiment qu'elle est innocente. I don't know what else to say. She was terrified. Amanda! I felt like a child again. And I knew. I was a kid. Voilà la fameuse histoire d'Amanda Knox. Pourquoi ça l'a fait autant de controverses? C'est que justement à cause du système de justice italien, elle a vraiment été coupable de tout ça, coupable d'une enquête bâclée, coupable des préjugés contre la petite américaine blonde, là, puis on voulait juste lui blâmer le meurtre, on voulait juste trouver un coupable, puis on a dit « Ah, elle saurait pas se défendre », on prend celle-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a sûrement des arguments que j'ai oubliés. Dites-moi si vous pensez qu'elle est coupable ou innocente. Et ben, sinon, on se revoit mercredi. Et là, n'oubliez surtout pas de barrer vos portes. Over and out.